Bonsoir, bienvenue encore. J'attaque tout de suite la partie 5, la 5e partie d'Anna Karénine de Tolstoï. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. C'est le chapitre 1. La princesse Tcherbatsky croyait impossible de célébrer le mariage avant le carême, à cause du trousseau dont la moitié à peine pouvait être terminée jusque-là, c'est-à-dire en 5 semaines. Elle convenait d'ailleurs avec Lévin qu'en remettant la cérémonie après Pâques, on risquait de l'avoir encore reculée par un deuil, une vieille tante du prince étant fort malade. Elle prit donc un moyen terme en décidant que la noce se ferait avant le carême, mais que seul le petit trousseau serait livré à cette date, le grand devant suivre plus tard. Et comme Lévin, mise en demeure de donner son assentiment à cette proposition, répondait par des plaisanteries, la princesse s'indigna d'autant plus que les jeunes gens comptaient passer leur lune de miel à la campagne, où certaines pièces du grand trousseau pouvaient leur faire défaut. Toujours à moitié fou, il continuait à croire que son bonheur et sa personne constituaient le centre, l'unique but de la création. Abandonnant aux autres les soucis matériels, il leur laissait même tracer pour lui des plans d'avenir, convaincu qu'ils arrangeraient tout pour le mieux. Son frère Serge, Stepan Arkadievitch et la princesse le dirigeaient complètement. Son frère emprunta l'argent dont il avait besoin, la princesse lui conseilla de quitter Moscou après la noce, Oblonsky de faire un voyage à l'étranger. Il consentit à tout. Ordonnez ce qu'il vous plaira et faites ce que bon vous semble puisque cela vous amuse. Je suis heureux et, quoi que vous décidiez, mon bonheur n'en sera ni plus ni moins grand. Quand il soumit à Kitty le conseil de Stepan Arkadievitch, il fut tout surpris de voir que, loin de l'approuver, elle avait ses vues particulières et bien tranchées sur leur vie future. Elle savait que Lévin se passionnait pour une entreprise qu'elle jugeait très importante, sans d'ailleurs faire effort pour la comprendre. Et comme cette entreprise exigerait leur présence à la campagne, elle tenait à s'établir sans plus tarder dans leur véritable résidence. Cette décision très arrêtée étonna Lévin, mais indifférent à tout, il s'y rangea aussitôt et pria Stepan Arkadievitch de veiller avec le goût qui le caractérisait aux embellissements de sa maison des champs. Cette corvée lui parut rentrer de plein droit dans les attributions de son futur beau-frère. À propos, lui demanda celui-ci quand il eut tout organisé à la campagne. « As-tu un billet de confession ?»« Non, pourquoi ?»« On ne se marie pas sans cela. »« Aïe, aïe, aïe !» s'écria Lévin. « Voilà, je crois, 9 ans que je ne me suis confessé, et je n'y ai seulement pas songé. »« C'est joli, dit en riant Oblonsky, et tu me traites de nihiliste, mais cela ne peut se passer ainsi, il faut que tu fasses tes dévotions. »« Quand ? Nous n'avons plus que 4 jours. » Stepan Arkadievitch arrangea cette affaire comme les autres et Lévin commença ses dévotions. Respectueux des convictions d'autrui, mais incrédule pour son propre compte, il trouvait dur d'assister et de participer sans y croire à des cérémonies religieuses. Dans sa disposition d'esprit attendrie et sentimentale, l'obligation de dissimuler lui semblait particulièrement odieuse. Mentir, railler des choses saintes quand son cœur s'épanouissait, quand il se sentait en pleine gloire, était-ce possible ? Mais il eut beau supplier Stepan Arkadievitch de lui obtenir un billet sans qu'il fût contraint de se confesser, celui-ci demeura inflexible. « Crois-moi, 2 jours sont vite passés et tu auras affaire à un petit vieux pas bête qui t'arrachera cette dent sans que tu t'en aperçoives. » Soave. Pendant la première messe à laquelle il assista, Lévin voulut faire revivre les impressions religieuses de sa jeunesse, qui, entre 16 et 17 ans, avaient été fort vives. Il n'y réussit pas. Il entreprit alors de considérer cette cérémonie comme un usage ancien, aussi vide de sens que la coutume de faire des visites. Il n'y parvint pas davantage. Semblable à la plupart de ses contemporains, il se sentait en effet aussi incapable de croire que de nier. Cette confusion de sentiments lui causa, pendant tout le temps qu'il dut consacrer à ses dévotions, une gêne et une honte extrêmes. La voix de la conscience lui criait qu'agir sans comprendre, c'était commettre une mauvaise action. Pendant les offices, il tâchait d'abord d'attribuer aux prières un sens qui ne heurtât point trop ses convictions, mais s'apercevant bientôt qu'il critiquait au lieu de comprendre, il s'abandonnait au tourbillon de ses souvenirs et de ses pensées intimes. Il entendit de la sorte et la messe et les vêpres et les instructions du soir pour la communion. Le lendemain, il se leva plus tôt que de coutume et vint à jeun vers 8 heures pour les instructions du matin et la confession. L'église était déserte.
Il n'y vit qu'un soldat qui mendiait, deux vieilles femmes et les ministres du culte. Un jeune diacre, dont le dos long et maigre se dessinait en deux parties bien nettes sous sa mince soutane, vint à la rencontre de Lévin. S'approchant aussitôt d'une petite table disposée près du mur, il commença la lecture des instructions. En l'écoutant bredouiller comme un refrain les mots « Seigneur, ayez pitié de nous », Lévin debout derrière lui aima mieux laisser ses pensées suivre leur cours que les contraindre à une attention dont il n'eût sans doute point été capable. Quelle expression elle a dans les mains, songea-t-il, se rappelant la soirée de la veille qu'il avait passée avec Kitty dans un coin du salon. Tandis que leur entretien roulait, comme presque toujours d'ailleurs, sur des choses insignifiantes, elle s'amusait, tout en riant de cet enfantillage, à ouvrir et à refermer sa main appuyée sur un guéridon. Il se souvint d'avoir baisé cette menotte rose et d'en avoir examiné les lignes. « Encore, ayez pitié de nous », se dit-il, et il lui fallut se signer, s'incliner tout en considérant le dos souple du diacre qui s'inclinait aussi. Ensuite, elle a pris ma main et l'a examinée à son tour. « Tu as une fameuse main, m'a-t-elle dit. » Il regarda sa main, puis celle du diacre, aux doigts courts. « Allons, je crois que la fin approche. » Non, il recommence. Si fait, il se prosterne, c'est bien la fin. Sa longue manche au revers de peluche permit au diacre de faire disparaître le plus discrètement du monde le billet de 3 roubles que lui glissait Lévin. Après lui avoir promis de l'inscrire pour la confession, il s'éloigna en faisant résonner ses bottes neuves sur les dalles de l'église déserte. Il se perdit derrière l'iconostase, mais revint bientôt faire signe à Lévin, dont la pensée parut vouloir se réveiller. « Non, se dit-il, mieux vaut n'y pas songer. Tout s'arrangera. » Il se dirigea vers l'ambon, monta quelques marches, tourna à droite et aperçut le prêtre, un petit vieillard à la barbe grise clairsemée, aux bons yeux fatigués, qui, debout près du lutrin, feuilletait son rituel. Après un léger salut à Lévin, il lut d'une voix monotone les prières préparatoires, se prosterna vers son pénitent et lui dit en désignant le crucifix : « Le Christ assiste invisible à votre confession. Croyez-vous à tout ce qu'enseigne la Sainte Église apostolique ? Continua-t-il en détournant son regard et en croisant les mains sous son étole. « J'ai douté, je doute encore de tout, dit Lévin d'une voix qui résonna désagréablement à son oreille. Puis il se tut. Le prêtre attendit quelques secondes, puis, fermant les yeux, il proféra avec le débit rapide des gens de Vladimir : « Douter est le propre de la faiblesse humaine, mais nous devons prier le Seigneur Tout-Puissant de nous venir en aide. Quels sont vos principaux péchés ?» ajouta-t-il sans la moindre interruption, comme s'il craignait de perdre du temps. « Mon péché principal est le doute. Je doute de tout et presque toujours. » « Douter est le propre de la faiblesse humaine, répéta le prêtre. De quoi doutez-vous principalement ? De tout. Je doute parfois même de l'existence de Dieu, dit Lévin presque malgré lui. L'inconvenance de ces paroles l'effraya, mais elles ne semblèrent pas produire sur le prêtre l'impression qu'il redoutait. Je vous demande un instant, s'il vous plaît. Viens, je vais pas. Tu veux pas ? Viens. J'en profite pour prendre. C'est là. Je vais te faire tomber. Allez, hop. Pardon. Quel doute pouvez-vous donc avoir sur l'existence de Dieu ? Demanda-t-il avec un sourire presque imperceptible. Lévin se tut. Quel doute pouvez-vous avoir sur le Créateur quand vous contemplez ses œuvres ? Qui a décoré la voûte céleste de toutes ces étoiles, orné la terre de toutes ces beautés ? Comment ces choses existeraient-elles sans le Créateur ? Il interrogea Lévin du regard, mais celui-ci, sentant l'impossibilité d'une discussion philosophique avec un prêtre, répondit simplement : «
Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Mais alors pourquoi doutez-vous que Dieu ait tout créé? Je n'y comprends rien, répliqua Lévin en rougissant. Il sentait l'absurdité des réponses qui, dans le cas présent, ne pouvaient être qu'absurdes. Priez Dieu, implorez-le. Les pères de l'Église eux-mêmes ont douté et demandé à Dieu de les affermir dans leur foi. Le démon est puissant, mais nous ne devons pas lui céder. Priez Dieu, implorez-le. Priez Dieu, répéta-t-il très vite. Puis il garda un instant le silence et parut réfléchir. Vous avez, m'a-t-on dit, l'intention de contracter mariage avec la fille de mon paroissien et fils spirituel, le prince Sherbatsky, reprit-il en souriant. C'est une charmante personne. Oui, répondit Lévin, rougissant pour le prêtre. Quel besoin a-t-il de faire de semblables questions en confession, se demanda-t-il. Alors, comme s'il répondait à cette pensée, le prêtre déclara « Vous songez au mariage et peut-être Dieu vous accordera-t-il une postérité. Quelle éducation donnerez-vous à vos enfants si vous ne parvenez pas à vaincre les tentations du démon qui vous suggère le doute? Si vous aimez vos enfants, vous leur souhaiterez non seulement la richesse et les honneurs, mais encore, en bon père, le salut de leur âme et les lumières de la vérité. N'est-il pas vrai? Que répondrez-vous donc à cet innocent qui vous demandera « Père, qui donc a créé tout ce qui m'enchante sur la terre, l'eau, le soleil, les fleurs, les plantes ?» Lui répondrez-vous « Je n'en sais rien ?» Pouvez-vous ignorer ce que Dieu, dans sa bonté infinie, vous dévoile? Et si l'enfant vous demande « Qu'est-ce qui m'attend au-delà de la tombe ?» Que lui direz-vous si vous ne savez rien? L'abandonnerez-vous au sortilège du démon et du monde? Ce n'est pas bien. Conclut-il en penchant la tête pour regarder Lévin de ses bons yeux doux et modestes. Lévin ne répondit rien, non qu'il craignît cette fois une discussion malséante, mais parce que personne ne lui avait encore posé de pareilles questions. Si jamais ses enfants les lui posaient un jour, il verrait quelle réponse leur faire. Vous abordez, reprit le prêtre, une phase de la vie où il faut choisir sa route et s'y tenir. Priez Dieu qu'il vous vienne en aide et vous absolve en sa miséricorde. Et après avoir prononcé la formule d'absolution, le prêtre le bénit et le congédia. Lévin rentra chez lui très content. Tout d'abord, il se sentait délivré d'une position fausse, sans avoir été contraint de mentir. Par ailleurs, l'exhortation du bon vieillard ne lui semblait plus du tout si niaise qu'il l'avait cru tout d'abord. Il avait l'impression vague d'avoir entendu des choses qui valaient la peine d'être un jour ou l'autre approfondies. Il sentit plus vivement que jamais qu'il avait dans l'âme des régions troubles et obscures, en ce qui concernait notamment la religion. Il se trouvait exactement dans le même cas que Swiatkowski et quelques autres dont il blâmait les incohérences d'opinion. Lévin passa la soirée chez Dolly en compagnie de sa fiancée, et comme sa joyeuse surexcitation surprenait Stepan Arkadievitch, il se compara à un chien qu'on dresserait à sauter au travers d'un cerceau et qui, tout joyeux d'avoir enfin compris sa leçon, sauterait sur les tables et les fenêtres en agitant la queue. Chapitre 2. La princesse et Dolly observaient strictement les vieux us. Aussi ne permirent-elles pas à Lévin de voir sa fiancée le jour du mariage. Il dîna à l'hôtel avec 3 célibataires que le hasard avait réunis chez lui. C'était d'abord son frère, puis Katavasov, un camarade d'université devenu professeur de sciences naturelles, qu'il avait rencontré et emmené presque de force. Enfin, son garçon d'honneur, Tchirikov, un compagnon de chasse à l'ours qui exerçait à Moscou les fonctions de juge de paix. Le dîner fut très animé. Serge Ivanovitch, de fort belle humeur, goûta l'originalité de Katavasov. Celui-ci, se voyant apprécié, fit des frais. Quant à l'excellent Tchirikov, il était toujours prêt à soutenir n'importe quelle conversation. « Quel garçon bien doué était jadis notre ami Konstantin Dmitritch, disait Katavasov avec la diction lente. Pardon, je vais recommencer alors. Quel garçon bien doué était jadis notre ami Konstantin Dmitritch, disait Katavasov avec la diction lente de l'homme habitué à pérorer du haut d'une chaire. Je parle de lui au passé, car il n'existe plus. Il aimait la science autrefois, au sortir de l'université. Il avait des passions dignes d'un homme, tandis que maintenant, il emploie une moitié de ses facultés à se faire illusion, et l'autre moitié à donner à ses chimères une apparence de raison. Je n'ai jamais rencontré d'ennemi du mariage plus convaincu que vous, dit Serge Ivanovitch. Non pas, je suis simplement partisan de la division du travail.
Aux propres à rien incombe le devoir de propager l'espèce, aux autres celui de contribuer au développement intellectuel, au bonheur de leurs semblables. Telle est mon opinion. Il y a, je ne l'ignore point, une foule de gens disposés à confondre ces deux branches de travail, mais je ne suis pas du nombre. Je ne me tiendrai pas de joie le jour où j'apprendrai que vous êtes amoureux, s'écria Lévin. Je vous en prie, invitez-moi à votre noce. Mais je suis déjà amoureux. Oui, d'une sèche. Tu sais, dit Lévin en se tournant vers son frère, Michel Semyonovitch écrit un ouvrage sur la nutrition et... N'embrouillez pas les choses, s'il vous plaît. Peu importe ce que j'écris, mais il est de fait que j'aime les sèches. Cela ne vous empêcherait pas d'aimer une femme. Non, c'est ma femme qui s'opposerait à mon amour pour les sèches. Pourquoi cela? Vous le verrez bien. Vous aimez en ce moment la chasse, l'agronomie. Eh bien, attendez un peu. Vous m'en direz des nouvelles. À propos, dit Tchirikov, Archip est venu me voir tantôt. Il prétend qu'il y a à Prounoyer 2 ours et quantité d'élan. Vous les chasserez sans moi. Tu vois, dit Serge Ivanovitch, dis adieu à la chasse à l'ours. Ta femme ne te la permettra plus. Lévin sourit. L'idée que sa femme lui défendrait la chasse lui parut si charmante qu'il aurait volontiers renoncé pour toujours au plaisir de rencontrer un ours. Vous aurez tout de même le cœur gros, reprit Tchirikov, quand vous apprendrez que nous avons tué ces 2 ours sans vous. Rappelez-vous la belle chasse de l'autre jour à Kapilovo. Lévin préféra se taire. Cet homme s'imaginait qu'on pouvait prendre quelque plaisir en dehors de la présence de Kitty. À quoi bon lui enlever ses illusions? C'est à bon droit, déclara Serge Ivanovitch, que s'est établi l'usage de dire adieu à la vie de garçon. Si heureux qu'on se sente, on regrette toujours sa liberté. Avouez que, semblable au fiancé de Gogol, on éprouve l'envie de sauter par la fenêtre. Il doit ressentir quelque chose comme ça, mais soyez sûr qu'il ne l'avouera pas, dit Katavasov avec un gros rire. Le vasistas est ouvert. Partons pour Tver, insista Tchirikov en souriant. On peut trouver l'ours dans sa tanière. Nous avons encore le temps de prendre le train de 5 heures. Non, franchement, la main sur la conscience, répondit Lévin, souriant aussi, la perte de la liberté me laisse froid. Je n'arrive pas à découvrir en moi la moindre trace de regret. C'est qu'il y a en vous un tel chaos que vous n'y reconnaissez rien pour le quart d'heure, dit Katavasov. Attendez qu'il y fasse plus clair, vous verrez alors. Non, il me semble qu'outre mon sentiment, il se gênait d'employer le mot amour. Et mon bonheur, je devrais ressentir l'aiguillon du regret. Mais non, je vous l'affirme, la perte de ma liberté ne me cause que de la joie. Le cas est désespéré, s'exclama Katavasov. Buvons pourtant à sa guérison ou souhaitons-lui de voir se réaliser ne fût-ce qu'un de ses rêves sur 100. Il connaîtra même alors un bonheur inouï. Presque aussitôt après le dîner, les convives se retirèrent pour passer leur habit. Resté seul, Lévin se demanda encore s'il regrettait réellement la liberté que prisaient tant ces célibataires endurcis. Cette idée le fit sourire. La liberté. Pourquoi la liberté ? Le bonheur pour moi consiste à aimer, à vivre de ses pensées, de ses désirs à elle, sans aucune liberté. Voilà le bonheur. Mais, lui souffla tout à coup une voix intérieure, puis-je vraiment connaître ses pensées, ses désirs, ses sentiments ? Le sourire disparut de ses lèvres. Il tomba dans une profonde rêverie et se sentit bientôt en proie à la crainte et au doute. Et si elle ne m'aimait pas ? Si elle ne m'épousait, même sans en avoir conscience ? Que pour se marier ? Peut-être connaîtra-t-elle son erreur et comprendra-t-elle, après m'avoir épousée, qu'elle ne m'aime pas et ne peut pas m'aimer. Et les pensées les plus blessantes pour Kitty lui vinrent à l'esprit. Il se remit comme un an auparavant à éprouver une violente jalousie contre Vronsky. Il se reporta, comme à un souvenir de la veille, à cette soirée où il les avait vus ensemble et la soupçonna de ne pas lui avoir tout avoué. Non, décida-t-il dans un sursaut de désespoir, je ne puis laisser les choses en cet état. Je vais aller la trouver et lui dire pour la dernière fois, nous sommes libres, ne vaut-il pas mieux en rester là ? Tout est préférable au malheur de la vie entière, à la honte, à l'infidélité. Et hors de lui, plein de haine contre l'humanité, contre lui-même, contre Kitty, il courut chez elle. Il la trouva dans la garde-robe, assise sur un grand coffre, occupée à trier avec sa femme de chambre des robes de toutes les couleurs étalées par terre et sur le dossier des chaises. « Comment » s'écria-t-elle, rayonnante de joie à sa vue. « C'est toi, c'est vous » Jusqu'à ce dernier jour, elle lui disait tantôt toi, tantôt vous. « Je ne m'y attendais pas. Je suis en train de faire le partage de mes robes de jeune fille. »« Ah, c'est très bien, » répondit-il d'un ton lugubre avec un regard peu amène pour la femme de chambre.
Tu peux te retirer, Dunyasha, je te ferai signe. Et passant résolument au tu, dès que la camériste fut sortie. Qu'as-tu demanda-t-elle à Lévin, dont les traits bouleversés lui inspirèrent une terreur subite. Kitty, je souffre et ne puis supporter. Pardon, je vais pas réussir à le faire sans le sourire. Pardon. Pardon. Je souris dans les yeux si je souris pas au niveau de la bouche. Kitty, je souffre et ne puis supporter seule cette torture, lui dit-il avec l'accent du désespoir en l'implorant d'un regard scrutateur. Il eût au fait de lire sur ce visage loyal et aimant la vanité de ses craintes, mais il tenait à ce qu'elle les dissipât elle-même. Je suis venu te dire qu'il n'est pas encore trop tard, que tout peut encore être réparé. Quoi ? Je ne comprends pas. Qu'as-tu ? Ce que j'ai 100 fois dit et pensé, je ne suis pas digne de toi. Tu n'as pu consentir à m'épouser. Pense-y, tu te trompes peut-être. Pense si bien. Tu ne peux pas m'aimer. Mieux vaut l'avouer, continua-t-il sans la regarder. Je serai malheureux, n'importe. Qu'on dise ce que l'on voudra, tout vaut mieux que le malheur. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Je ne comprends pas, répondit-elle tout anxieuse. Que veux-tu ? Te dédier, rompre ? Oui, si tu ne m'aimes pas. Tu deviens fou, s'écria-t-elle, rouge de dépit. Mais la vue du visage désolé de Lévin arrêta sa colère et, débarrassant un fauteuil des robes qui le recouvraient, elle s'assit près de lui. « À quoi penses-tu » lui demanda-t-elle. « Voyons, dis-moi tout. »« Je pense que tu ne saurais m'aimer. Pourquoi m'aimerais-tu ?»« Mon Dieu, qui puis-je » dit-elle, et elle fondit en larmes. « Qu'ai-je fait » s'écria-t-il aussitôt, et se jetant à ses genoux, il lui couvrit les mains de baisers. Quand la princesse, au bout de 5 minutes, entra dans la chambre, la réconciliation était complète. Kitty avait convaincu son fiancé de son amour. Elle lui avait expliqué qu'elle l'aimait parce qu'elle le comprenait à fond, parce qu'elle savait ce qu'il devait aimer et que tout ce qu'il aimait était bon et bien. Et cette explication parut fort claire à Lévin. La princesse les trouva assis côte à côte sur le grand coffre en train d'examiner les robes. Kitty voulait donner à Dunyasha la robe brune qu'elle portait le jour où Lévin l'avait demandée en mariage, et celui-ci insistait pour qu'elle ne fût donnée à personne et que Dunyasha reçût la bleue. Mais comprends donc qu'étant brune, le bleu ne lui sied pas. J'ai pensé à tout cela. En apprenant pourquoi Lévin était venu, la princesse se fâcha tout en riant et le renvoya s'habiller, car M. Charles allait venir coiffer Kitty. Elle est assez agitée comme cela, dit-elle. Elle ne mange rien ces jours-ci. Aussi en les dit-elle à vue d'œil. Et tu viens encore la troubler de tes folies. Ah non, sauve-toi, mon garçon. Confus mais rassuré, Lévin rentra à l'hôtel où son frère, Daria Alexandrovna et Stepan Arkadievitch, tous en grande toilette, l'attendaient déjà pour le bénir avec l'image sainte. Il n'y avait pas de temps à perdre. Daria Alexandrovna devait rentrer chez elle, y prendre son fils qui, pommadé et frisé pour la circonstance, porterait l'icône devant la mariée. Ensuite, il fallait envoyer une voiture au garçon d'honneur, tandis que l'autre, après avoir conduit Serge Ivanovitch à l'église, retournerait à l'hôtel. La cérémonie de la bénédiction manqua de sérieux. Stepan Arkadievitch prit une pose solennelle et comique à côté de sa femme. Le bénit avec un sourire affectueux et malin. Puis il l'embrassa 3 fois. Daria Alexandrovna fit exactement la même chose. Elle avait hâte de partir et s'embrouillait dans ses arrangements de voiture. « Voilà ce que nous allons faire, dit Oblonsky. Tu iras prendre le garçon d'honneur avec notre voiture, tandis que Serge Ivanovitch aura la bonté de se rendre tout de suite à l'église et de renvoyer la sienne. » Entendu, avec plaisir. Alors moi, j'accompagnerai Kostia. Les bagages sont-ils expédiés ? Oui, répondit Lévin, et il appela Kousma pour s'habiller. Chapitre 3. Une foule où dominait l'élément féminin encombrait l'église brillamment illuminée. Les personnes qui n'avaient pu pénétrer à l'intérieur se bousculaient aux fenêtres pour occuper les meilleures places. Plus de 20 voitures se rangèrent à la file dans la rue, sous la surveillance des gendarmes. Indifférent au froid, un officier de police en grande tenue se tenait sous le péristyle où, les uns après les autres, des équipages déposaient tantôt des femmes, un bouquet au corsage et relevant la traîne de leurs robes, tantôt des hommes qui enlevaient képis ou haut de forme pour pénétrer dans l'église. Les 2 lustres et les cierges allumés
devant les icônes inondaient de lumière les dorures sur fond rouge de l'iconostase, les ciselures des images, les grands chandeliers d'argent, les carreaux du plancher, les tapis, les bannières, les degrés de lambeaux, les vieux rituels noircis et les vêtements sacerdotaux. À droite de l'église se groupaient les habits noirs et les cravates blanches, les uniformes et les étoffes précieuses, le velours et le satin, les cheveux frisés et les fleurs rares, les épaules nues et les gants glacés. Il montait de cette foule un murmure contenu mais animé qui résonnait étrangement sous la haute coupole de l'église. Chaque fois que la porte s'ouvrait avec un bruit plaintif, le murmure s'arrêtait, et l'on se retournait dans l'espoir de voir paraître les mariés. Mais la porte s'était déjà ouverte plus de 10 fois pour livrer passage soit à un invité retardataire qui allait se joindre au groupe de droite, soit à une spectatrice qui, ayant su tromper ou attendrir l'officier de police, augmentait le groupe de gauche uniquement composé de curieux. Parents et amis avaient passé par toutes les phases de l'attente. On n'avait d'abord attaché aucune importance au retard des fiancés. Puis on s'était retourné de plus en plus souvent, se demandant ce qui pouvait être survenu. Enfin, comme pour dissiper le malaise qui les gagnait, les invités prirent l'air indifférent de gens absorbés par leur conversation. Afin de prouver sans doute qu'ils perdaient un temps précieux, l'archidiacre faisait de temps en temps trembler les vitres en toussant avec impatience. Les chantres ennuyés essayaient leur voix ou se mouchaient bruyamment. Le prêtre envoyait en reconnaissance tantôt le diacre, tantôt le sacristain, et montrait de plus en plus fréquemment sa soutane violette et sa ceinture brodée à une des portes latérales du chœur. Enfin une dame, ayant consulté sa montre, dit à haute voix « Cela devient étrange !» Et aussitôt tous les invités exprimèrent leur surprise et leur mécontentement. Un des garçons d'honneur partit aux nouvelles. Pendant ce temps, Kitty, en robe blanche, long voile et couronne de fleurs d'oranger, attendait vainement au salon, en compagnie de sa sœur Liof, que son garçon d'honneur vint l'avertir de l'arrivée de son fiancé à l'église. De son côté, Lévin, en pantalon noir mais sans gilet ni habit, se promenait de long en large dans sa chambre d'hôtel, ouvrant la porte à chaque instant pour regarder dans le corridor et, ne voyant rien venir, s'adressait avec des gestes désespérés à Stepan Arkadievitch qui fumait tranquillement. « A-t-on jamais vu homme dans une situation plus absurde ? C'est vrai, confirmait Stepan Arkadievitch avec un sourire apaisant. Mais sois tranquille, on l'apportera tout de suite. Konzi, disait Lévin, contenant sa rage à grand-peine, et dire qu'il n'y a rien à faire avec ces absurdes gilets ouverts. Impossible, ajoutait-il en regardant le plastron de sa chemise tout froissé. Et si mes malles sont déjà au chemin de fer, criait-il hors de lui. Tu mettras la mienne. J'aurais dû commencer par là. Ne te rends pas ridicule, patiente, tout se tassera. Quand Lévin s'était mis en devoir de s'habiller, Kousma, son vieux domestique, lui apporta son habit et son gilet. « Mais la chemise ?» demanda Lévin. « La chemise ? Vous l'avez sur vous » répondit le bonhomme avec un sourire flegmatique. Lorsque, sur l'ordre de Lévin, il avait emballé et fait porter chez les Tcherbatsky, d'où les jeunes mariés devaient partir le soir même, tous les effets de son maître, Kousma n'avait pas songé à mettre de côté une chemise qui alla avec l'habit. Celle que Lévin portait depuis le matin n'était pas mettable. Envoyer chez les Tcherbatsky parut trop long. Pas de magasin ouvert, c'était dimanche. On fit prendre une chemise chez Stepan Arkadievitch. Elle se trouva ridiculement large et courte. En désespoir de cause, il fallut envoyer ouvrir les malles chez les Tcherbatsky. Ainsi, tandis qu'on l'attendait à l'église, le malheureux fiancé se débattait dans sa chambre comme un fauve en cage. Que pouvait bien s'imaginer Kitty après les sornettes qu'il lui avait débitées quelques heures auparavant ? Enfin, le coupable, Kousma, se précipita hors d'haleine dans la chambre, une chemise à la main. « Je suis arrivé juste à temps, déclara-t-il. On emportait les malles. » 3 minutes plus tard, Lévin courait à toutes jambes dans le corridor en se gardant bien de regarder l'heure pour ne pas augmenter son tourment. « Tu n'y changeras rien, lui cria Stepan Arkadievitch, qui le suivait bien tranquillement, quand je te dis que tout se tassera. Chapitre 4. Ce sont eux. Le voilà. Lequel ? Est-ce le plus jeune ? Et elle, vois donc, elle a l'air plus morte que vive. Ces exclamations montèrent de la foule quand Lévin, après avoir accueilli sa fiancée sur le parvis, pénétra avec elle à l'intérieur de l'église. Stepan Arkadievitch raconta à sa femme la cause du retard, ce qui provoqua sourires et chuchotements parmi les invités. Mais Lévin ne remarquait rien ni personne. Il n'avait Dieu que pour sa fiancée. Sous sa couronne de mariée, Kitty était beaucoup moins jolie que d'habitude et on la trouva généralement en lady.
Telle n'était pas la vie de Lévin. Il regardait sa coiffure élevée, son long voile blanc, ses fleurs blanches, sa taille fine, la haute ruche plissée qui encadrait virginalement son long cou mince et le découvrait un peu par devant. Elle lui parut plus belle que jamais. Au reste, bien loin de trouver que cette parure venue de Paris ajoutât quelque chose à la beauté de Kitty, il admirait qu'en dépit d'elle, le visage de la jeune fille conservât son exquise expression d'innocence et de loyauté. « Je me demandais si tu n'avais pas pris la fuite, dit-elle en souriant. « Ce qui m'est arrivé est si absurde que j'ai honte d'en parler, répondit-il tout confus. Et pour ne pas perdre contenance, il se tourna vers son frère qui s'approchait d'eux. « Eh bien, elle est jolie, ton histoire de chemise, dit celui-ci avec un hochement de tête. Oui, oui, répondit Lévin, sans comprendre un mot de ce qu'on lui disait. Kostia, voici le moment de prendre une décision suprême, vint lui dire Stepan Arkadievitch, feignant un grand embarras. La question est grave et tu me parais en état d'en apprécier toute l'importance. On me demande si les cierges doivent être neufs ou entamés. La différence est de 10 roubles, ajouta-t-il, se préparant à sourire. J'ai pris une décision, mais je ne sais si tu l'approuveras. Lévin comprit qu'Oblonsky plaisantait, mais ne se dérida pas pour autant. Eh bien, que décides-tu, neuf ou entamé? Voilà la question. Neuf, neuf. La question est tranchée, dit Stepan Arkadievitch, toujours souriant. Il faut avouer que cette cérémonie rend les gens bien niais, murmura-t-il à Tchirikov, tandis que Lévin, après lui avoir jeté un regard éperdu, retournait à sa fiancée. Attention, Kitty, pose la première le pied sur le tapis, dit en s'approchant la comtesse Nordst. Vous en faites de belles, ajouta-t-elle à l'adresse de Lévin. Tu n'as pas peur demanda Marie Dmitrievna, une vieille tante. N'as-tu pas un peu froid? Tu es pâle. Baisse-toi un moment, dit madame Lioff, levant ses beaux bras pour rajuster la couronne de sa sœur. Dolly s'approcha à son tour et voulut parler, mais l'émotion lui coupa la parole et elle partit d'un rire nerveux. Cependant, le prêtre et le diacre, qui avaient revêtu leurs habits sacerdotaux, prirent place près du lutrin disposé dans le parvis. Le prêtre adressa à Lévin quelques mots que celui-ci n'entendit point. « Prenez votre fiancée par la main et conduisez-la au lutrin », lui souffla son garçon d'honneur. Incapable de saisir ce qu'on réclamait de lui, Lévin faisait le contraire de ce qu'on lui disait. Enfin, au moment où, découragés, les uns et les autres voulaient l'abandonner à sa propre inspiration, il comprit que de sa main droite, il devait prendre sans changer de position la main droite de sa fiancée. Ils firent alors, précédés par le prêtre, quelques pas en avant et s'arrêtèrent devant le lutrin. Parents et invités suivirent le jeune couple dans un murmure de voix et un froufrou de robes. Quelqu'un se baissa pour arranger la traîne de la mariée, puis un silence si profond régna dans l'église qu'on entendait les gouttes de cire tomber des cierges. Le vieux prêtre, en barrette, ses cheveux argentés retenus derrière les oreilles, retira ses petites mains noueuses de dessous sa lourde chasuble à croix dorée et chercha quelque chose sur le lutrin. Stepan Arkadievitch vint doucement lui parler à l'oreille, fit un signe à Lévin et se retira. Le prêtre, c'était ce même vieillard qui avait confessé Lévin, alluma deux cierges ornés de fleurs et, les tenant inclinés de la main gauche sans s'inquiéter de la cire qui en dégoûtait, se tourna vers les fiancés. Après les avoir enveloppés en soupirant d'un regard triste et las, il bénit de la main droite Lévin, puis Kitty, cette dernière avec une nuance particulière de douceur, en posant ses doigts joints sur la tête inclinée de la jeune fille. Puis il leur remit les cierges, prit l'encensoir et s'éloigna lentement. « Tout cela est-il bien réel ?» se demanda Lévin en coulant de biais un regard à sa fiancée. Au mouvement des lèvres et des cils de Kitty, il remarqua qu'elle sentait ce regard. Elle ne leva pas la tête, mais il comprit, à l'agitation de la ruche remontant jusqu'à sa petite oreille rose, qu'elle étouffait un soupir et vit sa main, emprisonnée dans un long gant, trembler en tenant le cierge. Tout s'effaça aussitôt de son souvenir, son retard, le mécontentement de ses amis, sa sotte histoire de chemise, et il ne sentit plus qu'une émotion faite de terreur et de joie. L'archidiacre, un bel homme aux cheveux frisés, en dalmatique de drap d'argent, s'avança d'un pas ferme vers le prêtre et, soulevant à deux doigts son étole d'un geste familier, entonna un solennel « Mon père, veuillez me bénir », qui retentit longuement sous la voûte.
Que béni soit le Seigneur, notre Dieu, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, répondit d'une voix harmonieuse et résignée le vieux prêtre qui continuait à mettre de l'ordre sur son lutrin. Et le réponse, chanté par le chœur invisible, emplit l'église d'un son large et plein qui grandit pour s'arrêter une seconde et mourir doucement. On pria comme toujours pour la paix suprême et le salut des âmes, pour le synode et l'empereur, mais aussi pour le serviteur de Dieu Constantine et la servante de Dieu Catherine. Pour qu'il leur accorde l'amour parfait, sa paix et son assistance, prions le Seigneur, chanta le diacre, et toute l'église sembla lancer vers le ciel cette imploration dont les paroles frappèrent les vignes. Comment ont-ils deviné que c'était d'assistance que j'avais précisément besoin ? Que sais-je, que puis-je sans assistance, songea-t-il en se rappelant ses doutes et ses récentes terreurs. Quand le diacre eut terminé sa litanie, le prêtre, rituel en main, se tourna vers les fiancés et lut de sa voix douce. Dieu éternel, qui réunissait par le lien indissoluble de l'amour ceux qui étaient séparés, qui avez béni Isaac et Rebecca, les instituant les héritiers de votre promesse, bénissez aussi votre serviteur Constantine et votre servante Catherine, et maintenez-les dans la voie du bien. Car vous êtes le Dieu de miséricorde à qui convient la gloire, l'honneur et l'adoration, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen, chanta de nouveau le chœur invisible, qui réunissait par le lien indissoluble de l'amour ceux qui étaient séparés. Combien ces paroles profondes répondent à ce que l'on éprouve en ce moment. Le comprend-elle comme moi, se dit Lévin. À l'expression du regard de Kitty, qui à cet instant rencontra le sien, il crut saisir qu'elle comprenait comme lui. Mais il se trompait. Absorbée par le sentiment qui envahissait de plus en plus son cœur, elle avait à peine prêté attention à la cérémonie. Elle éprouvait la joie profonde de voir enfin s'accomplir ce qui, pendant 6 semaines, l'avait tour à tour rendue heureuse et inquiète. Depuis le moment où, vêtue de sa petite robe brune, elle s'était approchée de Lévin pour se donner silencieusement tout entière, le passé avait été arraché de son âme, cédant la place à une existence nouvelle, inconnue, sans que sa vie extérieure en fût pour autant modifiée. Ces 6 semaines avaient été une époque de délices et de tourments. Espérances et désirs, tout se concentrait sur cet homme qu'elle ne comprenait pas bien, vers qui la poussait un sentiment qu'elle comprenait moins encore et qui, l'attirant et l'éloignant tour à tour, lui inspirait pour son passé à elle une indifférence absolue. Ses habitudes d'autrefois, les gens et les choses qu'elle avait aimés, sa mère que son insensibilité affligeait, son père que naguère encore elle adorait, rien ne lui était plus, et tout encore elle adorait, et tout en s'effrayant de ce détachement, elle se réjouissait du sentiment qui en était cause. Elle n'aspirait plus qu'à inaugurer, en compagnie de cet homme, une vie nouvelle dont elle ne se faisait d'ailleurs aucune idée précise. Elle attendait tout bonnement l'inconnu. Et voici que cette attente, douce et terrible à la fois, voici que le remords de ne rien regretter du passé allait avoir une fin. Elle avait peur, cela se conçoit. Mais la minute présente n'était que la consécration de l'heure décisive qui avait sonné 6 semaines plus tôt. Se retournant vers le lutrin, le prêtre saisit non sans difficulté le petit anneau de Kitty pour le passer à la première jointure de l'annulaire de Lévin. Je t'unis, Constantine, serviteur de Dieu, à Catherine, servante de Dieu. Il répéta la même formule en passant au petit doigt délicat de Kitty le grand anneau de Lévin et murmura quelques mots. Les fiancés crurent comprendre ce qu'il attendait d'eux, mais ils se trompèrent et le prêtre dut les corriger à voix basse. Ce manège se renouvela plus d'une fois avant qu'il fût enfin à même de les bénir avec les anneaux. Il rendit alors le grand anneau à Kitty et le petit à Lévin. Mais ils s'embrouillèrent de nouveau et se repassèrent 2 fois les anneaux sans parvenir à deviner ce qu'ils devaient faire. Dolly, Tchirikov et Oblonsky voulurent leur venir en aide. Il s'ensuivit une certaine confusion, des rires, des chuchotements. Mais loin de se déconcerter, les mariés conservèrent une attitude si grave, si solennelle, qu'en leur expliquant que chacun d'eux devait maintenant se passer au doigt son propre anneau, Oblonsky retint comme malséant le sourire prêt à flotter sur ses lèvres.
Seigneur notre Dieu, reprit le prêtre après l'échange des anneaux, vous qui avez créé l'homme dès le commencement du monde et lui avez donné la femme pour lui venir en aide et perpétuer le genre humain, vous qui avez révélé la vérité à vos serviteurs, nos pères, élus par vous de génération en génération, daignez regarder d'un œil favorable votre serviteur Constantine et votre servante Catherine, et confirmer leur union dans la foi et la concorde, dans la vérité et l'amour. Lévin voyait maintenant que toutes ses idées sur le mariage, que tous ses projets d'avenir n'étaient que de l'enfantillage. Ce qui s'accomplissait avait une portée qui lui avait échappé jusqu'alors et qu'il comprenait moins que jamais. Sa poitrine se gonflait de plus en plus fort et il ne parvenait pas à refouler ses larmes. Chapitre 5. Tout Moscou assistait au mariage. Pendant l'office, cette foule de femmes parées et d'hommes en habits noirs ou en grande tenue ne cessa de chuchoter discrètement, les hommes surtout, car les femmes préféraient observer, avec l'intérêt qu'elles prennent d'ordinaire à ces sortes de choses, les 1000 détails de la cérémonie. Dans le groupe d'intimes qui entourait la mariée se trouvaient ses deux sœurs, Dolly et Madame Nioff, beauté calme qui arrivaient tout droit de l'étranger. Pourquoi donc Marie porte-t-elle du mauve à un mariage? C'est presque du deuil, fit observer Madame Korsunski. Que voulez-vous? C'est la seule couleur qui convienne à son teint, répondit Madame Troubetskoy. Mais pourquoi ont-ils choisi le soir pour la cérémonie? Cela sent son bourgeois. Mais non, c'est plus beau. Moi aussi, je me suis mariée le soir, répliqua Madame Korsunski, qui poussa un soupir en se rappelant qu'elle était bien belle ce jour-là et que son mari poussait l'adoration jusqu'au ridicule. Comme les choses avaient changé depuis lors. Qui a été garçon d'honneur 10 fois dans sa vie ne se marie point, à ce qu'on prétend. J'ai voulu m'assurer de cette façon contre le mariage, mais la place était prise, dit le comte Signavine à la charmante mademoiselle Tcharsky qui avait des vues sur lui. Celle-ci ne répondit que par un sourire. Elle regardait Kitty et pensait que le jour où elle serait avec Signavine dans cette situation, elle le ferait souvenir de cette méchante plaisanterie. Le jeune Tcherbatsky confiait à mademoiselle Nikolaïev, une vieille demoiselle d'honneur de l'impératrice, son intention de poser la couronne sur le chignon de Kitty pour lui porter bonheur. « Pourquoi ce chignon? Je n'aime pas ce faste, répliqua la vieille fille, bien résolue à se marier très simplement si un certain veuf, qui ne lui déplaisait point, se décidait à lui offrir sa main. Serge Ivanovitch plaisantait avec sa voisine. À l'en croire, la coutume des voyages de noces tenait à ce que les mariés semblaient généralement honteux de leur choix. Votre frère peut être fier, lui. Elle est ravissante, vous devez lui porter envie. J'ai passé ce temps-là, Darine Dmitrievna, répondit-il, s'abandonnant à une tristesse subite. Stepan Arcadievitch racontait à sa belle-sœur son calembour sur le divorce. Il faudrait lui arranger sa couronne, répondit celle-ci sans l'écouter. Quel dommage qu'elle est en lady, disait à Madame Nioff la comtesse Nordstone. Malgré tout, il ne vaut pas son petit doigt, n'est-ce pas? Je ne suis pas de votre avis. Il me plaît beaucoup, et pas seulement en qualité de beau-frère, comme il a bonne tenue. C'est si difficile d'éviter le ridicule en pareil cas. Lui n'a ni ridicule ni raideur. On sent qu'il est touché. Vous vous attendiez à ce mariage, je crois. Presque. Elle l'a toujours aimé. Eh bien, nous allons voir qui des deux mettra le premier le pied sur le tapis. J'ai chapitré Kitty à ce sujet. Peine inutile. Dans notre famille, nous sommes toutes soumises à nos maris. Et moi, j'ai fait exprès de prendre le pas sur le mien. Et vous, Dolly? Dolly les entendait sans répondre. Elle était très émue. Des larmes remplissaient ses yeux et elle n'aurait pu prononcer une parole sans pleurer. Heureuse pour Kitty et pour Lévin, elle faisait des retours sur son propre mariage et jetant des regards sur l'éblouissant Stepan Arcadievitch, elle oubliait la réalité et ne se souvenait plus que de son premier et innocent amour. Elle songeait aussi à d'autres femmes, ses amies. Elle les revoyait à cette heure unique et solennelle de leur vie où elles avaient renoncé au passé pour aborder l'espoir et la crainte dans le cœur, un mystérieux avenir. Au nombre de ses mariés figurait sa chère Anna, dont elle venait d'apprendre les projets de divorce. Elle l'avait vue aussi couverte d'un voile blanc, pure comme Kitty sous sa couronne de fleurs d'oranger. Et maintenant, que c'est étrange, murmura-t-elle.
Les sœurs et les amis n'étaient pas seules à suivre avec intérêt les moindres incidents de la cérémonie. Les spectatrices étrangères retenaient leur souffle dans la crainte de perdre un seul mouvement des mariés. Elles répondaient avec ennui aux plaisanteries et aux propos oiseux des hommes et souvent même ne les entendaient pas. Pourquoi pleure-t-elle? Est-ce qu'on la marie contre son gré? Contre son gré? Un si bel homme? Est-il prince? La dame en satin blanc, c'est sa sœur. Écoute le diacre hurler, qu'elle craigne et respecte son mari. Les chantres viennent sans doute du couvent des miracles. Non, du synode. J'ai interrogé un domestique, il paraît que le mari l'emmène tout de suite dans ses terres. Il est riche à millions, c'est pour cela qu'on l'a marié. Mais non, vous voyez bien que ça fait un couple assorti. Et vous qui prétendiez, Marie Vassilievna, qu'on ne portait plus de carnaline. Regardez-moi donc celle-là en robe puce, une ambassadrice qu'on dit. Regardez-moi ce qu'elle en a par derrière. Quel petit agneau sans tache que la mariée. On dira ce qu'on voudra, une mariée, ça fait toujours pitié. Ainsi parlaient les spectatrices qui avaient eu l'adresse de se faufiler dans l'église. Chapitre 6. Après l'échange des anneaux, le sacristain vint étendre devant le lutrin au milieu de l'église un grand morceau d'étoffe de soie rose, tandis que le chœur entonnait un psaume d'une exécution difficile et compliquée, où la basse et le ténor se répondaient. Le prêtre fit un signe aux mariés en leur indiquant le tapis. Un préjugé populaire veut que celui des époux dont le pied se pose le premier sur le tapis devienne le vrai chef de la famille. Et, bien entendu, on en avait tous étant rebattu les oreilles à nos fiancés. Cependant, au moment décisif, ni l'un ni l'autre ne se le rappelèrent et ne prêtèrent attention aux remarques qui s'échangeaient à voix haute autour d'eux. « C'est lui qui a posé le pied le premier » disaient les uns. « Non » répliquaient les autres, tous deux l'ont posé en même temps. Le prêtre leur posa alors les questions rituelles sur le consentement mutuel des contractants et l'assurance qu'ils n'avaient point fait promesse de mariage à d'autres personnes. Ils s'y répondirent par des formules non moins rituelles dont le sens leur parut étrange. Une nouvelle partie de l'office commença. Kitty écoutait les prières sans parvenir à les comprendre. Plus la cérémonie avançait, plus son cœur débordait d'une joie triomphante qui empêchait son attention de se fixer. On pria pour que le Seigneur accordât aux nouveaux époux la chasteté et la fécondité, pour qu'ils se réjouissent ensemble dans la vue de leurs fils et de leurs filles. On rappela que Dieu ayant tiré la première femme d'une côte d'Adam, l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse et ils seront deux dans une même chair, et que cela était un grand sacrement. On demanda à Dieu de les bénir comme il avait béni Isaac et Rebecca, Joseph, Moïse et Séphora, de permettre qu'ils voient tous deux les fils de leurs fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Tout cela est parfait, songea Kitty en écoutant ces implorations, et il n'en saurait être autrement. Un sourire de félicité illuminait son visage et se communiquait involontairement à tous ceux qui l'observaient. Quand le prêtre présenta les couronnes et que Tcherbatsky, avec ses gants à 3 boutons, soutint en tremblant celle de la mariée, on lui conseilla à mi-voix de la poser complètement sur la tête de Kitty. « Mettez-la moi, murmura celle-ci en souriant. Lévin se tourna de son côté et, frappé du rayonnement de son visage, il se sentit comme elle, joyeux et rasséréné. Ils écoutèrent, la joie au cœur, la lecture de l'épître et le roulement de la voix du diacre au dernier verset, si impatiemment attendu par l'assistance. Ils burent avec joie dans la coupe d'eau et le vin tiède et suivirent avec plus de joie encore le prêtre lorsqu'il leur fit faire le tour du lutrin en tenant leurs mains dans les siennes. Cependant que le diacre hurlait le « Réjouis-toi, Isaïe », Tcherbatsky et Tchirikov, soutenant les couronnes, suivaient les mariés et souriaient aussi tout en trébuchant dans la traîne de Kitty. L'éclair de joie allumé par Kitty semblait faire le tour de l'assistance. Lévin était convaincu que le prêtre et le diacre en subissaient comme lui la contagion. Après leur avoir enlevé les couronnes et dit une dernière prière, le prêtre félicita le jeune couple. Lévin regarda Kitty et crut ne l'avoir jamais vue aussi belle, tant son rayonnement intérieur la transformait. Il voulut parler, mais se retint, craignant que la cérémonie ne fût pas terminée. Le prêtre le tira d'embarras en lui disant doucement avec un bon sourire « Embrassez votre femme et vous, embrassez votre mari ». Et il leur reprit les cierges. Lévin embrassa avec précaution les lèvres souriantes de Kitty, lui offrit son bras et sortit de l'église en se sentant soudain, impression aussi nouvelle qu'étrange, rapproché d'elle. Lorsque leurs regards intimidés se rencontrèrent, il commença à croire que tout cela n'était point un rêve et que, bien réellement,
il ne faisait plus qu'un. Le même soir, après le souper, les jeunes mariés partirent pour la campagne. Et je vais m'arrêter là pour cette lecture. Je vais attraper un ou deux livres, je reviens tout de suite. J'espère les avoir ici avec moi. Et ça n'est pas certain. Et peut-être. Pardon, excusez-moi. Si je vois les miennes. Peut-être qu'il est par là. Où es-tu caché? Non, tu es là et tu n'es pas là. Où es-tu? Si tu n'es pas là, tant pis. Si tu n'es pas là, tant pis. Non, non. Oh. Aïe. Bon, tant pis pour ça. Une salle. C'est terrible. Il y a des livres qui se cachent, c'est comme ça. Donc, soit là. Mais non. Il n'y a pas de livre. Là. Ça. Oh, je suis trop petite. Non, c'est pas ça. Oh. Bon, tant pis. C'est bizarre qu'il soit pas rangé. Excusez-moi, je suis vraiment... J'ai un livre qui est mal rangé. Dérangé. Je ne sais pas où j'ai mis. Peut-être qu'il n'est pas là. Tant pis. Quelques poèmes, voilà. Non, d'abord. Un petit extrait d'une pièce de théâtre. C'est Quand viendra la vague d'Alice Zéniter. La dernière scène. Donc, il y a Matteo et Laetitia qui sont sur
sur un rocher, sur une île en fait. Il y a eu une grande vague qui est... ou pas une vague, mais en tout cas, l'eau a monté, le niveau de l'eau a monté et monté. A monté. Je ne sais pas, j'arrive plus à parler français, pardon. Et, et, et donc, ils habitent sur leur île, voilà. Ils regardent simplement ce qu'il y a autour de leur rocher. Regarde, tu vois la chaise qui flotte? Laquelle? Celle où la famille de rats déchiquette un vieil ours en peluche. Je ne vois pas de peluche. Où ça? Juste là. Il y a de la bourre qui sort de son ventre tout rond et de son œil. C'était un petit bouton bleu avant, mais les rats viennent de l'arracher. Tu ne vois toujours pas? Ils s'éloignent vite. Ils sont partis. Je ne vois jamais rien d'intéressant. Ça m'énerve. Si tu te postes ici toute la journée, tu finiras bien par voir passer quelque chose. Comme ton vieil ours en peluche? Oui. Ou un bateau? Un bateau? Un bateau vide, tout seul? Pourquoi pas? La vague a bien dû emporter des barques amarrées le long des rivières ou des canots pneumatiques qui s'ennuyaient sur des piscines ou même un radeau de gamins en roseau. Et puis il n'est pas obligé d'être vide. Je veux dire, ce ne serait pas une catastrophe s'il y avait des gens. Tu t'ennuies avec moi? Non, bien sûr que non. Si, tu t'ennuies avec moi. Je suis avec toi, proposition 1, je m'ennuie, proposition 2. Mais il n'y a aucun lien. Je trouve ça beau que tu l'avoues enfin. Beau? Tu trouves ça beau? Tu réalises que je suis trop petite pour être un monde à moi toute seule, mais tu m'aimes quand même. Tu commences enfin à m'aimer honnêtement. Alors oui, pardon, mais je trouve ça beau. Je n'avais rien prévu de tout ça. Je vais m'arrêter là. C'était pour ce passage. Simplement. Un ou deux poèmes, mais d'abord, parce que je suis allée le chercher tout à l'heure, quand il parlait des mains, en fait, vous savez, il y avait Lévin qui pensait aux mains de Kitty, et ça m'a fait penser à... moi, il est non. Asco. Ça m'a fait penser à... C'est terrible. Le joueur d'échecs. C'est quand même terrible d'avoir... Oh, au secours. Vous voyez, j'ai un vrai... Il faut que je me concentre. Il est juste là. Parce que dans 24 heures de la vie d'une femme, il parle des mains. Et donc, ça m'a fait penser à lui. Et ça m'a fait penser aussi à deux poèmes. Un de Raymond Carver et l'autre, me demandez même pas le nom. Parce que j'ai... C'est terrible. Mais il a un très beau poème aussi sur les mains. C'est lui qui a écrit Le chêne amputé en allemand. Il écrit en allemand. Bref. J'ai des problèmes. Bon. Tout le monde a des problèmes. Certes. Lettre. Donc là, c'est Raymond Carver. Lettre. Chérie, envoie-moi s'il te plaît le cahier que j'ai laissé sur la table de chevet. S'il n'est pas dessus, cherche sous la table ou même sous le lit. Il est quelque part. Si ce n'est pas un cahier, c'est seulement quelques lignes griffonnées sur des bouts de papier. Mais je sais que c'est là. Ça se rapporte à ce que nous a raconté l'autre fois notre ami médecin, Ruth, au sujet de cette vieille de 80 et quelques années, sale et encroûtée de crasse. Je cite le docteur, prenant si peu de soin de sa personne que ses vêtements avaient adhéré à son corps et qu'il avait fallu les décoller au service des urgences. J'ai tellement honte.
pardon, disait-elle sans arrêt. L'odeur des vêtements piquait les yeux de Ruth. Les ongles de la vieille avaient tant poussé qu'ils commençaient à s'incurver vers ses doigts. Elle avait du mal à respirer, ses yeux roulaient en arrière de frayeur, mais elle avait réussi, malgré tout, à raconter une partie de son histoire à Ruth. C'était une débutante de Madison Avenue, mais son père l'avait reniée quand elle était partie à Paris pour danser aux Folies Bergères. Ruth et d'autres membres de l'équipe des urgences croyaient qu'elle délirait, mais elle leur donna le nom de son fils perdu de vue qui était gay et gérait un bar gay dans cette même ville. Il confirma tout. Tout ce que la vieille avait dit était vrai. Puis elle fit une crise cardiaque et mourut entre les bras de Ruth. Mais je veux voir ce que j'ai noté d'autre, de tout ce qu'on m'a raconté. Je veux voir s'il est possible de recréer un peu de l'atmosphère d'il y a 60 ans quand cette jeune femme débarqua au Havre, belle, altière, décidée à réussir sur la scène des Folies Bergères, capable de lever haut une jambe tout en sautant sur l'autre, de porter des plumes et des barésilles, de danser, bras dessus, bras dessous avec d'autres jeunes femmes des Folies Bergères, de faire la vie en gambillant aux Folies Bergères. Peut-être que c'est dans ce cahier recouvert de toile bleue, celui que tu m'as offert à notre retour du Brésil. Je revois mon écriture à côté du nom de mon cheval, gagnant au champ de course, près de l'hôtel, Lord Byron. Mais la femme, pas la crasse, ça ne compte pas même qu'elle ait pesé plus de 135 kilos. La mémoire se fiche d'où elle loge et se rit du corps. J'ai compris quelque chose à l'identité autrefois, disait Ruth, se rappelant ses études. Tous les jeunes carabins que nous étions, bouche bée devant les mains d'un cadavre. C'est là que l'humanité demeure le plus longtemps, les mains. Et les mains de cette femme, je l'avais noté à l'époque, comme si je les voyais plantées sur ses hanches minces, ces mêmes mains que Ruth avait lâchées, puis jamais oubliées. Voilà, et donc il y a ce très beau poème aussi de... Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée, tant pis. C'est pas grave. Beaucoup de fatigue déjà. Touk, 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 touk. Hiver. Non, ce n'est pas l'été dans le jardin qui brille, où tu t'aimes de vivre, où tu ris, cœur d'enfant, où tu vas demander à quelque jeune fille son bouquet frais comme elle et que rien ne défend. Ce n'est pas au feu blanc de l'aube qui t'éveille, qui rouvre à ta pensée un lumineux chemin, quand tu crois au parfum retrouvé de la veille, saisir déjà l'objet qui t'a dit « à demain ». Non. Ce n'est pas le jour sous le soleil d'où tombent les roses, les senteurs, les splendides clartés, les terrestres amours qui naissent et succombent, que tu dois me rêver pleurante à tes côtés. C'est l'hiver, c'est le soir, près d'un feu dont la flamme éclaire le passé dans le fond de ton âme. Au milieu du sommeil qui plane autour de toi, une forme s'élève, elle est pâle, c'est moi. C'est moi qui viens poser mon nom sur ta pensée, sur ton cœur étonné de me revoir encore, triste, comme on est triste, a-t-on dit, dans la mort, à se voir poursuivi par quelque âme blessée. Vous chuchotant tout bas ce qu'elle a dû souffrir, qui passe et dit « C'est vous qui m'avez fait mourir ». Marceline Desbordes-Valmore, 1786-1859. D'abord comédienne, sa vie fut jalonnée de difficultés et de deuil au point qu'elle fut surnommée Notre-Dame des pleurs. Sa poésie moderne, incluante soucieuse de chacun, lui valut l'admiration de Baudelaire ou de Verlaine et une pension du roi.
Attendez, excusez-moi. Alors ça, c'est vraiment une lecture particulière. Faite d'arrêt. Vous serez peu à l'écouter. C'est même une lecture où je disparais plusieurs fois. Matin d'épais brouillard. Matin d'épais brouillard, je ne vois que là où je pose le pied. Je porte ma propre clarté. Laurine Niedecken. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. 1903-1970. Cette grande poétesse a vécu toute sa vie sur les rives de la Rock River, dans la région des Black Hawk Highlands. Ces mots brassés dans la dureté du siècle, la froideur de la pauvreté, l'amour des paysages, ont l'éclat des gouttes d'eau à l'aube. Associés aux objectivistes, ces poèmes, qu'elle appelait sa condenserie, sont plus proches du haïku ou d'Emily Dickinson. Bon allez, j'ai plein de choses à faire. Non, pas aujourd'hui, pas maintenant. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Faites bien attention à vous. Surtout faites bien attention à vous et à bientôt pour une prochaine lecture. Prenez soin de vous. Merci encore pour votre écoute.